Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ilona Yuin, qui est CEO de Soul, qui est une entreprise qui accompagne les organisations sur un sujet qui est encore très souvent évité, c'est le deuil en entreprise. Pour le coup, on a du mal à le nommer en entreprise, parce que souvent ça arrive, on va pas se mentir, au mauvais moment, on l'a jamais prévu et c'est souvent géré dans l'urgence et rarement avec méthode. Donc Ilona, elle a décidé d'en faire un vrai sujet d'entreprise. Avec Soul, elle forme les RH, mais aussi les managers à adopter une approche qui est à la fois structurée et profondément humaine pour que ces moments de vie ne soient pas laissés à l'improvisation ou à la gêne. Son point de vue, il est clair. La manière dont une organisation accompagne ses collaborateurs dans les moments les plus vulnérables dit toute sa maturité, de sa cohérence, mais aussi de ses vraies valeurs. On va parler de résilience, de fidélisation, de plans de succession, de start-up, parfois plus agiles que les grands groupes, et surtout de ce que ces situations révèlent de notre rapport au travail. Donc bonjour Ilona, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Alexandra. Alors écoute, on va commencer par le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéressait un petit peu, c'est que tu nous expliques quand un collaborateur perd un proche, qu'est-ce qui se passe concrètement dans une entreprise et quel impact ça peut avoir en interne? Alors, je vais te parler de l'effet que ça a sur l'entreprise et aussi de l'effet que ça a sur le salarié tout court, le ou la salariée d'ailleurs. Au niveau de l'entreprise, le principal impact qu'on y voit, c'est surtout de l'absence. En fait, le salarié s'absente pour pouvoir gérer à la fois, les obsèques qui doivent se faire dans un temps très court et toutes les démarches administratives qui lui tombent dessus. Et parfois on le néglige, mais en fait les démarches administratives, ça concerne l'état civil, ça concerne, les banques, les assurances, le logement, les véhicules, les animaux, enfin c'est énormément de d'actes administratifs qui te tombent dessus. Donc le salarié a besoin de s'absenter. Hem, Si je te prends de l'autre côté de ce qui se passe, en plus de l'absence du salarié, en fait, ce que lui ou elle va vivre, c'est 3 mouvements principaux. Le premier, on va remettre en question la notion de temps. En fait, un salarié ou une salariée qui fait face à la perte d'un proche, heu, vit 2 temps séparés. Il y a le temps de l'entreprise qui est un temps court, on a, les morning meetings, on a, tu vois, tous les rendus à faire de sa semaine, mais sauf qu'en fait, lui, son temps s'étire. Le temps s'étire d'une manière indéfinie parce qu'en fait, sa préoccupation du jour, ça va sûrement et d'ailleurs, souvent être, le fait de choisir les vêtements, qu'on va faire porter, à la personne, qu'on va enterrer. Donc, tu vois, c'est des choses qui prennent la charge mentale et qui font que le salarié, en fait, vit une double temporalité qui est très compliquée, à gérer en plus de son travail. Ça, c'est le la première chose. Le deuxième mouvement qui va se passer, c'est que le salarié va remettre en question le sens de son travail. Quand on perd quelqu'un, les premières questions qu'on se pose généralement, c'est: «Pourquoi en fait je fais ce que je suis en train de faire?» sachant que ma douleur est immense. Est-ce que en fait, mon travail, c'est le bon endroit pour moi? Est-ce que je trouve un sens à mon travail? Et c'est souvent dans ces moments-là que les salariés se démotivent parce qu'ils se rendent compte, en plus, s'ils ne sont pas soutenus, que, l'entreprise dans laquelle ils sont pas forcément la bonne. Et enfin, le troisième mouvement que tu vas constater et ça crée du désengagement sur le long terme, voire le départ de salariés, puisqu'il y a quand même 11 des salariés qui font face à un deuil qui finissent par partir de l'entreprise. Donc dans ce désengagement, ce qui se passe, c'est que le salarié se pose des questions sur sa propre absurdité existentielle. En fait, quand on perd quelqu'un, on se rend compte que soi-même, on est mortel.
et que ça pourrait nous arriver et en fait, on a envie de revoir, le sens de sa vie, le temps qu'on consacre au travail, ce qu'on a envie de faire de ses journées et c'est dans ces moments-là et ça arrive souvent plus longtemps, que juste ce qui se passe après les obsèques. Dans ces moments-là, les salariés finissent par quitter l'entreprise. Donc il y a ce qui se passe côté entreprise, les absences que je constate, de la démotivation au travail, du désengagement, mais côté du salarié, ça s'explique par ces 3 piliers, la notion du temps, le sens au travail et l'absurdité existentielle. Et dans les entreprises que tu as pu, accompagner ou dans les chiffres, au niveau des études que vous avez pu faire avec, Soul, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les réactions les plus fréquentes, que vous constatez? Ma question initiale, c'était côté manager, mais j'ai envie de te poser ça de façon plus large aussi côté RH. Parce que souvent le manager va voir la RH en lui disant: Il se passe ça, qu'est-ce que je fais?» Et puis des fois la RH dit: Bah, je ne sais pas». Donc qu'est-ce que tu constates toi à ce niveau-là? Je peux parler de plusieurs situations. En fait, le trait commun que je vois en entreprise, c'est qu'on n'essaie pas forcément de se mettre à la place des salariés. C'est-à-dire qu'on juge le deuil à l'aune de ce qu'on aurait fait soi-même. Donc par exemple, tu vas avoir des RH qui vont te dire, «Mais il faut absolument que le salarié revienne, parce que ça va lui changer les idées». Mais en fait, ça, c'est toi ce que en tant C'est que ouais, c'est ton prisme, enfin c'est ton ça t'a fait miroir par rapport à comment tu aurais réagi. Mmh. comment en fait, on a souvent tendance à plaquer sur, les réactions individuelles ce qu'on aurait fait soi-même. Et donc du coup, ce qui m'amène à te dire que face à la mort, face au deuil, il y a plusieurs réactions qui existent et qui du coup vont se propager au niveau des managers, des RH. Il y a des gens qui se plongent dans le travail en se disant que, le travail, ça va leur redonner un ancrage dans le quotidien. Alors en soi, c'est pas faux, tu vois? C'est pas, heu, c'est pas quelque chose à éviter. Toutes les réactions que je te donne là, c'est des réactions humaines qui sont classiques et normales. Elles sont pas à contrer, c'est juste qu'il faut les comprendre. Quelqu'un qui se plonge dans le travail, c'est quelqu'un qui va repousser le moment où la souffrance va arriver. Donc quand on pense qu'un salarié peut revenir parce que ça va lui changer les idées ou le salarié lui-même pense que retourner au travail très vite, ça va lui permettre de se changer les idées, en fait, ce n'est que décaler dans le temps le moment où il va se sentir mal. Donc ça, c'est une des premières réactions typiques qu'on a. Deuxième réaction typique, je me sens mal à l'aise face au deuil et du coup, je ne dis rien. Et ça, c'est très courant, chez les managers qui, en fait, se disent, que plutôt que de faire une mauvaise phrase ou de dire enfin voilà, de dire quelque chose qui va peser pour le salarié, on préfère ne pas du tout poser la question, alors que de l'autre côté, les salariés qui ont vécu un deuil, en fait, ils ont besoin de parler. Et nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur les lignes d'écoute, ils ont besoin de raconter, ils ont besoin de décrire et notamment, en fait, le deuil, c'est un moment où le temps se fige et on s'accroche à des détails. On a, nous, des salariés qui, face au suicide d'un collègue, par exemple, parce que c'est une situation qu'on a eu à traiter il y a pas très longtemps, ont besoin de trouver les éléments de réponse. Qu'est-ce qu'ils auraient pu voir, faire, dire au quotidien qui aurait pu les alerter sur le fait qu'un de leurs collègues allait, mettre fin à ses jours? Et ils ont besoin, en fait, de ressasser. On appelle ça, enfin, c'est là, je dis ressasser, mais en fait, c'est une redondance d'esprit où tu te dis: «En fait, j'ai besoin de trouver une réponse» et du coup, de pouvoir le déposer quelque part, que ce soit chez un manager, même si la question est mal formulée, c'est important pour les salariés. Donc 2e réaction typique, ne rien dire, ne rien faire et 3e réaction typique, de vouloir donner du sentiment positif ou du courage. Exemple: «Ça va aller, tu es plus forte que ça, tu es plus fort ou plus forte que ça, tu vas t'en remettre, il n'aurait pas voulu que tu sois triste», par exemple. Ça, c'est des phrases que, pour les personnes qui traversent un deuil, qui sont très difficiles à entendre parce qu'en fait, on ne peut pas juger, tu vois, la souffrance de quelqu'un. Il y a pas d'échelle dans la souffrance, que ce soit, un suicide ou une perte de proche face à la fin de vie. Encore une fois, je pense que la réaction principale à éviter, c'est de calquer son propre ressenti sur quelqu'un d'autre, en estimant que du coup sa propre réaction est valable pour tout le monde. Chaque salarié a une réaction différente face au deuil et du coup, comprendre les effets du deuil sur le travail et ce qui est en train de traverser une personne, c'est le meilleur moyen de pouvoir adapter son comportement face au deuil. Justement, tu parlais aussi de du coup, chacun a, calque un peu, son propre, façon de réagir face au deuil ou comme il imaginerait agir face au deuil, il le calque sur le collaborateur ou la collaboratrice qui est concernée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est pas, un sujet, qui est, suffisamment traité en entreprise dans le cadre de l'accompagnement des managers, dans le cadre aussi des formations RH? Mmh. Tu vois, c'est vraiment un sujet tabou, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, on l'aborde strictement jamais, sauf, bah, on se pose la question le jour où ça arrive. Tabou, je pense que c'est le bon terme et j'y ajouterais, une forme de pudeur. En fait, on a souvent peur de encore une fois, de mal dire ou de mal faire. Je pense qu'aujourd'hui,
le manque d'anticipation du sujet du deuil, c'est surtout une peur individuelle de sa propre vulnérabilité. En fait, se poser des questions sur: «Comment est-ce que je ferais pour accompagner un salarié qui fait face au deuil?» Ça nécessite de se poser la question de comment moi-même je réagirais face à la mort. Mmh. Et en fait, ça reste un impensé dans l'entreprise, et aussi parce que dans le temps de l'entreprise, on a tendance à beaucoup plus mettre en avant les événements positifs. C'est très facile d'aller voir un collaborateur et de lui demander, comment va, son enfant récemment né, parce que c'est un événement qui est heureux. Comment s'est passé son mariage? Mais tu vois, c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir quelqu'un en lui disant, «J'ai entendu que tu avais divorcé, comment tu vas?» En fait, c'est dans le cadre de l'entreprise, on préfère, se pencher sur des événements heureux et je le comprends, c'est normal, c'est naturel. Et on ne parle pas de la mort parce que ça nécessite de se poser la question de comment est-ce qu'on réagirait soi-même. Et en plus, on a mis, dans les entreprises françaises, la mort dans une case vie privée. Alors que la parentalité, ça fait partie de la vie privée. Mais aujourd'hui, elle est complètement intégrée dans l'entreprise. Et ça veut dire aussi que dans le rôle que porte, aujourd'hui une entreprise, son rôle sociétal, elle accepte de prendre les événements heureux, mais elle ne prend pas les événements malheureux. Et donc du coup, aujourd'hui, le deuil et c'est tout l'objet de la loi sur la fin de vie, tu vois? On essaye de créer un cadre, l'État essaye de créer un cadre autour de l'accompagnement de la fin de vie de l'aidance. Et pour moi, les entreprises, elles ont un rôle sociétal à jouer là-dedans. C'est un acteur de la société civile, c'est le premier lieu de sociabilisation, en France et du coup, elles ont un rôle à jouer. Et quand on a discuté, en amont de l'enregistrement, justement, tu me disais, bah, ce sujet-là, ces événements-là, tu le traites, en urgence, tu l'anticipes pas, tu le structures encore moins, puisque c'est un sujet tabou, donc pourquoi structurer quelque chose qui est tabou? Pourquoi le deuil, c'est pas un cas isolé, mais c'est vraiment un sujet structurel en entreprise selon toi? C'est pas un cas isolé parce qu'en plus, excuse-moi, je rebondis sur les 2 parties de ta question. C'est pas un cas isolé parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un call aujourd'hui avec des clients qui nous contactent, ils commencent par nous dire: «On n'est pas concernés, on n'a pas la situation» et 2-3 minutes après, ils nous disent: «Ah mais en fait, maintenant que vous m'en parlez, ça me fait penser à une situation qu'on a eue il y a 2 ans ou ça me fait penser à une situation qu'on a eue l'année dernière. Ah mais en fait, j'ai une collaboratrice qui est en train de perdre son père» et cetera. Et en fait, ne ne pas le voir, c'est aussi un réflexe de protection, tu vois? De se dire, ne pas l'anticiper, c'est potentiellement mettre de côté le fait que ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver de perdre un collaborateur, d'un accident et franchement la liste des accidents, domestiques, que nous on traite tous les jours, elle est quand même très, très longue. Ça nécessite aussi de regarder son collaborateur et de se dire: «Moi, je vois sa face, publique au travail, sa performance et cetera, mais derrière, il y a une face cachée qui est sa santé mentale. Est-ce que mon collaborateur va bien?» Et souvent, on a, nous, des DRH qui sont extrêmement surpris par des événements de type suicide, en se disant: «Mais on n'a rien vu. En fait, ça nous paraissait impossible. C'est pas normal, à cet âge-là» et cetera. En fait, c'est des phrases qui nous montrent que on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé parce qu'on n'envisage pas que la mort puisse être dans notre quotidien, au travail, dans un accident de voiture qui nous touche, dans l'actualité où en fait on apprend que, bah, on avait un collaborateur qui était concerné par une actualité qu'on voit passer aux informations et donc ce manque d'anticipation, on préfère le repousser et se dire: «Bah, je saurai faire face à ce moment-là» et sauf qu'en fait quand on est dans la situation, l'urgence est telle qu'on on peut pas inventer les mots. Il faut les connaître en fait. Il faut connaître cette situation. C'est pas ça ce qui est intéressant avec, la mort et le deuil, c'est qu'on va tous la connaître. C'est un sujet qui nous touche de manière vraiment universelle. Se questionner face à la mort, ressentir de l'angoisse face à la mort, c'est universel. Par contre, les réactions, tu vois, sont complètement diverses et c'est vraiment le moment dans le temps de l'entreprise où il faut faire résonner 2 vulnérabilités. La tienne, avec celle que tu projettes sur l'autre et celle qui est en face qu'il faut accepter d'écouter et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et tu sais, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de se dire, quelle image le fait d'être en capacité en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation de gérer en fait un imprévu, personnel, enfin imprévu personnel, on a l'impression qu'on va faire ses courses, mais tu vois, un imprévu personnel qui a de l'impact pour le collaborateur, sur sa santé mentale, tout ce qu'on a pu dire. Qu'est-ce que pour toi ça renvoie, comme indicateur de maturité de l'entreprise, que ce soit pour le collaborateur, que ce soit aussi, bah, pour le reste des équipes, Mmh. dans sa façon de fonctionner? Il y a 3 choses, dans ta question. La première, je dirais qu'en France, il y a une question ouverte autour de la performance.
On considère qu'un salarié doit rester performant tout le temps, tu vois? On utilise, les plans de performance et cetera. Sauf qu'en fait, dans une vie, si tu fais, entre même si tu fais 1 an, 3 ans, 6 ans, 10 ans de carrière dans une entreprise, il va t'arriver des moments où tu seras pas au top de ta performance. Te demander d'être tout le temps à 100 de ta performance, c'est quelque chose qui est, enfin qui en tout cas, moi, me paraît impossible. En tout cas, plus je vois des entreprises, plus je me dis que ce n'est pas possible de faire toute une carrière dans une entreprise en n'ayant pas des moments de creux et des moments de creux qui soient provoqués par le deuil ou autre. Tu peux aussi, avoir vécu un événement heureux de la parentalité et en fait être complètement crevé, ne plus être capable, d'être aussi motivé au travail juste parce que tu es claqué, en fait. Donc il y a cette question autour de la perf, où je pense que les entreprises, enfin, le modèle des entreprises françaises fait qu'on déclenche souvent des plans de performance. On essaie de s'assurer aussi parce que le code du travail est compliqué, que dès qu'un salarié, tu vois, se situe en sous-performance, on déclenche tout l'arsenal possible pour pouvoir se protéger en tant qu'entreprise, parce que c'est difficile de se séparer d'un salarié. Premier point. Deuxième point, hem, souvent et je le dis de manière douce parce que j'ai vécu cette position-là aussi en tant que DRH. Tant que c'est pas une obligation légale, on ne le fait pas. Mmh. Parentalité, c'est devenu une obligation légale, donc tout le monde s'y est mis. La santé mentale, c'est devenu un sujet, tu vois, extrêmement public, c'est porté par l'État, donc on s'y est mis, le handicap aussi. Mais souvent, on intègre dans nos politiques RH des choses qui sont obligatoires. Et là où pour revenir sur le dernier point, le troisième, qui est sur l'acte de leadership, moi, ce que je constate, c'est que dans les pays où il n'y a pas de protection sociale et pas d'obligation forte en termes de code du travail, d'accompagnement de politique RH, en fait, les entreprises font plus. On cite souvent les entreprises américaines en disant qu'elles sont, pas très, charitables envers leurs salariés. En fait, il s'avère que sur le deuil, elles le sont beaucoup plus que les pays européens. Justement parce que les salariés ne sont pas protégés. Ce qui fait que du coup, elles posent dans leurs conditions le fait qu'elles vont prendre en charge les moments de vulnérabilité parce qu'en fait, rejoindre leur entreprise, c'est aussi vivre des valeurs réelles plutôt que des valeurs affichées, où en fait, ils t'accompagnent dans des moments de sous-performance en se disant que c'est OK dans une vie de salarié d'avoir des moments de creux. Donc voilà, c'est pour te répondre sur ces 3 plans, je pense qu'il y a quelque chose de très ancré dans les entreprises françaises, qui relève aussi du système de protection sociale et parce que c'est aussi quelque chose que nous on entend, c'est si quelqu'un va mal vis-à-vis du deuil, mais il a qu'à prendre des jours de congé, tu vois? Mmh. En fait, ces jours de congé, ils pèsent sur tout le monde, pas juste sur l'entreprise. Ils pèsent sur nous en tant que citoyens qui payons des impôts. Donc en fait, ne pas s'occuper du deuil en entreprise, c'est juste déporter le coût du deuil sur la société et au final, on finit tous par le payer. Alors que je pense que les entreprises pourraient avoir un rôle à jouer qui bénéficierait à l'ensemble de la société, pour le coup. Si on parle de plan de succession, pour toi, pourquoi c'est pas juste un sujet de direction, enfin qui concerne que la direction, mais c'est aussi un sujet, ou de performance, mais c'est un sujet vraiment humain qu'il faut Ouais. qu'on s'approprie en fait, dans les entreprises? Pour avoir vu évoluer un peu les plans de succession, parce qu'avant de créer Soul, c'était devenu, ma spécialité, tu vois? Les plans de succession. Et juste Ilona, peut-être, expliquer déjà ce qu'on entend par plan de succession? Alors, il y a 2 versions du plan de succession. Il y a le plan de succession où j'envisage, qu'un salarié puisse quitter mon entreprise. Il a un poste à responsabilité et du coup, comment est-ce que très vite je peux transmettre son périmètre et sa compétence et son savoir à d'autres personnes? Et il y a le plan de succession tout court qui concerne, ce qu'on appelle aujourd'hui, les hommes clés et d'ailleurs, tu vois, c'est dans le nom commun, ça s'appelle une assurance personne clé dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on assure les personnes qui portent la responsabilité de l'entreprise au cas où ils viendraient à décéder. Du coup, comment est-ce qu'on transmet leur patrimoine et cetera? Et donc ça n'existe que pour les personnes clés. Et là où ta question, je trouve c'est un point intéressant, c'est que on assure les dirigeants de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai une assurance pour Soul, je pense que d'autres dirigeants d'entreprise l'ont. Mais il faudrait assurer aussi, enfin, n'importe quel type de salarié de l'entreprise si jamais il s'est passé quelque chose. C'est inclus à l'intérieur des prévoyances. Il est prévu que, tu puisses transmettre, le restant de ton capital dû, de l'entreprise, tu vois, de tes avantages, à tes proches. Mais je trouve que dans le plan de succession en lui-même, ça, c'est couvert par la mutuelle, mais tout le reste de ce que la personne fait dans l'entreprise, c'est souvent mal préparé parce qu'on se dit: «Il est possible que la personne parte», mais on ne se dit jamais qu'il est possible que la personne décède. J'évoquais le sujet des startups. À contrario, par rapport à ce que tu as pu me dire, moi je pensais que les grands groupes étaient souvent plus préparés, organisés et structurés à anticiper, ces moments de vie que des startups. Et tu m'as dit, détrompe-toi, généralement les startups sont plus agiles sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux,
Mais expliquer ce que toi tu m'as expliqué quand on a échangé. Il y a une question de démographie et il y a une question d'organisation. La question de démographie pour, les grands groupes, parce qu'au final, moi je te prends un exemple, puisque pour le coup je l'ai vécu et accompagné chez Renault. Renault c'est, 100 entre 150 et 160 000 personnes je pense maintenant. C'est une petite ville. C'est géré quand Mmh. tu es DRH d'une petite ville. Donc en fait, les événements de vie, heureux, malheureux, les enfin voilà, mais même, enfin, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu vois aussi, une inondation, sur toute une région, de la France, bah, ça concerne Renault parce qu'en fait, ils ont sûrement une usine à l'endroit où on se parle, tu vois? Donc le DRH de Renault, lui, il gère ses équipes, bah, c comme s'il était maire d'une petite ville et pou au final, pour lui, perdre un salarié, en perdre 70, en perdre 80, je pense que ça au final, ça lui change pas forcément son quotidien, sauf si c'était une personne clé, comme on dit. Et en fait, ce qui se passe en termes de démographie, c'est qu'ils sont plus concernés forcément parce qu'ils ont plus de volume de personnes. Pour autant, ils ont pas mis plus de choses en place. Pourquoi? Parce que souvent en termes d'organisation, ils ont déporté la responsabilité de la paye, de l'administratif à d'autres entreprises. Il y a plein de grands groupes pour lesquels, c'est, des je veux pas faire de la pub ni, tu vois, pointer le doigt sur quelqu'un, mais il y a des groupes comme ADP, par exemple, qui gèrent des très grosses populations de salariés. En fait, c'est chez eux qu'arrivent, les congés exceptionnels pour deuil. Donc en fait, eux ne font pas forcément remonter, tu vois, le besoin, d'accompagnement et donc en fait, tu fais que du déclaratif. Tu déclares que tu prends un congé pour deuil ou que tu as perdu quelqu'un, mais Mmh. ton manager ou ton RH n'est pas forcément au courant. Là où les, startups, je trouve, sont plus agiles, c'est qu'en fait, un décès, un deuil qui provoque du coup de l'absence, ça se voit tout de suite dans ton organisation parce que tu es plus petit, parce qu'en fait, une personne toutes les personnes sont clés dans une startup. Quand tu essayes de grandir et que tu es entre 30 et 80 personnes, mais même moins que ça, puisqu'on a aussi accompagné des clients qui étaient une quinzaine, tu vois, à l'époque. Hem, Bah, une personne qui manque à l'appel, tout de suite, ça se voit énormément. Alors que dans un grand groupe, ton travail va être absorbé. Et puis en plus, tu as le sujet aussi, engagement et fidélisation par des actions fortes. Ça permet aussi quand tu es start-up de où tu as pas forcément les moyens de concurrencer, des grands groupes si tu as pas fait des levées de fonds, ça te permet aussi ce type d'action d'avoir de l'impact, on va dire, avec des actions humaines, pour, toucher des profils. Moi, ce que je me dis, c'est que quand tu es dans une période de vulnérabilité, que ce soit le deuil, tout à l'heure tu as parlé de parentalité, de maladie aussi, d'aidance, quelque part quand ton entreprise, elle t'accompagne dans ces moments-là, tu te sens, alors je sais pas si redevable, c'est le bon terme, mais en tout cas, ça a un impact, sur ton engagement et tu dis: «OK, là, je suis dans un cadre qui prend soin de ses collaborateurs et qui m'accompagne». Pour toi, justement, en termes, je sais pas, en termes de chiffres ou de KPI ou les études que vous avez pu faire, alors j'ai parlé ROI, hein, c'est pas un gros mot, mais c'est quoi, voilà, le retour que vous avez ça par rapport aux collaborateurs justement qui ont été dans des situations de deuil et qui ont été accompagnés? Versus leur engagement, leur fidélisation et cetera par la suite, par rapport à l'entreprise. J'ai pas de quantitatif à te donner parce qu'il y a pas d'études là-dessus et nous, on n'en a pas mené. Par contre, j'ai énormément de qualitatif. À chaque fois qu'on communique sur les réseaux, tu vois, pour des entreprises qui ont bien accompagné leurs salariés ou qui ont fait un geste, une main tendue vers leurs salariés au moment où ils étaient le plus vulnérables, souvent les salariés le disent. C'est la première fois que je vois des salariés dire: «Moi, je remercie mon entreprise parce qu'au moment où j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, un enfant, ils ont été là, ils m'ont accompagné» et c'est quand même assez rare, tu vois, sur LinkedIn de voir passer des commentaires de salariés qui citent, nommément leurs dirigeants, leur entreprise pour dire merci parce qu'eux, ils ont été là. Ça reste très minoritaire. Et dans les témoignages qu'on a, on voit les 2 facettes de ce que tu es en train de décrire. À la fois les salariés qui te disent: «J'ai été concerné, mon entreprise n'a rien fait, on m'a pas écouté et en plus, c'est pas qu'on m'a maltraité, c'est qu'en fait, au moment où on est en train de vivre un deuil, comme je te le disais tout à l'heure, on fait une photo temporelle de ce qui est en train de se passer. Le moindre geste, la moindre personne qui va te Mmh. passer un mot, gentil et cetera, c'est quelque chose qui va te marquer à vie. Et puis ça se décuple en plus, je pense, dans ces moments-là. Et à contrario, un manager qui aurait fait une mauvaise phrase et c'est pour ça qu'il faut les apprendre et il faut les comprendre, les connaître. Un manager qui fait une mauvaise phrase, là, tu t'en souviens pendant, tout le restant de ta carrière, tu te dis: «Bah, au moment où j'ai perdu ma mère, mon manager m'a dit ça, c'est insupportable et du coup, moi, j'ai fini par quitter l'entreprise» et on a même eu des témoignages de gens qui nous ont dit: «Mon collègue a vécu la situation du deuil et vu la manière dont il a été traité, je n'ai pas eu envie de rester dans mon entreprise». Donc, en fait, accompagner le deuil
montrer qu'on fait un acte de leadership et que les valeurs, elles sont pas juste affichées, mais elles sont vécues au quotidien, ça a un impact sur les salariés qui sont concernés et encore une fois, on se parle de 15 à 20 de population, chaque année dans une entreprise, mais ça a un impact aussi sur les collègues. Parce que l'attachement qu'on ressent vis-à-vis d'une entreprise, c'est surtout dans les moments où ça va mal, on se dit: «Bah, ils ont été là». Donc moi, je me sens c'est même pas redevable, mais je me dis: «En fait, le cadre qu'on m'offre pour, les moments de difficulté, c'est dans cette entreprise que j'ai envie de les vivre». Et tu parlais pour les startups, des tout ce qui a été fait autour de la parentalité. Je trouve ça intéressant parce que on a pas mal de clients qui nous disent: «Mais moi, ma moyenne d'âge, elle est de, 28, 30, 32 ans», tu vois? Et du coup, je suis pas sûre que mes salariés soient concernés. Et sauf qu'en fait, aujourd'hui, la démographie française, c'est qu'on a nos enfants de plus en plus tard. Donc en fait, on commence à enterrer nos parents de plus en plus tôt. Quand on a la trentaine, c'est là où on commence à vivre les premiers deuils. Dans mon cas, perso, moi, j'ai enterré mon père à 30 ans, mais en fait, je sais que je suis pas la seule et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les jeunes, à partir de 18 ans, commencent à enterrer. C'est le moment où tu peux commencer à faire tes papiers et donc il y en a de plus en plus et c'est le moment où, en fait, ils ont besoin d'avoir de la structure autour d'eux qui les sécurise sur le fait de leur dire: «Tu as le droit d'être absent pendant cette période qui va être difficile et nous, on t'accompagne». Parler des valeurs, je rebondis dessus, parce que là, depuis le début, on parle d'anticiper, de structurer les choses, on a parlé un peu du manque d'accompagnement managérial ou on va dire, maladresse, en tout cas, lors de ces sujets-là. Enfin, quand tu dis, il faut que les valeurs, elles soient, entre valeurs affichées et vécues soient les mêmes. Justement, dans ces, situations de deuil, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que, ce soit bien perçu par le collègue, de la personne concernée ou la personne concernée en se disant: «Ah OK, là, il y a un vrai accompagnement». Ça veut dire des mécanismes et plus globalement, un protocole. C'est encore une fois, on se disait tout à l'heure, face à l'urgence, il y a pas de place à l'improvisation. Et c'est intéressant, tu vois, quand, on nous fait faire chaque année, des exercices pour les alertes incendie. Mmh. C'est exactement le même principe. Tu ne sais pas si ça va arriver, ça pourrait arriver, mais du coup, on est tous formés à savoir où est-ce qu'on sort, la personne qui met son brassard et cetera et cetera. Pour le deuil, c'est exactement la même chose. C'est un moment où on n'a pas le temps de réfléchir, la personne en face n'a pas le temps de réfléchir et nous, en tant qu'employeur, RH, manager, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc il faut connaître un protocole et encore une fois, chaque entreprise peut faire son protocole. Nous, on en propose un aux entreprises qui travaillent avec nous, mais chacun peut mettre en place son propre protocole d'urgence. L'objectif, c'est que le salarié soit informé très vite de sa situation et de ses droits. Il y a beaucoup de choses qui existent dans les conventions collectives qui sont souvent amélioratives par rapport au code du travail, notamment en termes de jours. Et ça, c'est des infos que le salarié n'a pas le temps de chercher quand il est en train de prendre des rendez-vous avec une pompe funèbre. Très franchement, le salarié a autre chose à penser quand il est en train d'organiser ses obsèques. Il faut qu'il prévienne toute sa famille, il faut qu'il organise tout, enfin, voilà. Donc c'est connaître ses droits, informer de la situation pour le salarié qui va devoir s'absenter. En termes de management, c'est connaître c'est quoi le panorama de ce que moi je peux laisser comme liberté à mon salarié en termes de jours de télétravail, en termes d'aménagement du travail, en termes d'aménagement du lieu de travail et je te passe, tu vois, tous les exemples de situations où on est quand même en France dans un pays qui est très multiculturel maintenant dans le monde du travail. Il y a certaines personnes qui vont à l'étranger pour enterrer un proche. Mmh. Et ça, il faut aussi l'organiser. Donc, en fait, quand le salarié se retrouve à aller voir son manager pour dire: «Je dois aller enterrer quelqu'un dans un pays étranger» et que le manager ne sait pas lui répondre, ils disent: «Bah, je vais faire un aller-retour avec les RH pour voir ce qu'on peut te laisser». En fait, ça, c'est des petits gestes. Au quotidien, tu vas t'en souvenir pour le restant de ta carrière. Le fait qu'on ait mis une semaine à te répondre pour savoir si tu avais le droit de rentrer dans ton pays pour enterrer quelqu'un, je pense que c'est des choses qu'une entreprise pourrait s'épargner avec un protocole. Et enfin, côté RH, sur l'accompagnement, alors, on peut choisir plein de choses différentes, tu vois, sur l'accompagnement psychologique, le nombre de jours, les jours supplémentaires et cetera. Mais poser un cadre en disant: «Quand on reçoit un mail, pour dire: "J'ai perdu un proche, voici, le certificat de décès"», du coup, en fait, il faut avoir préparé les mails à l'avance de, au moins, adresser ses condoléances et je t'assure que les mails sur les condoléances, en fait, il y en a très peu et nous, on a reçu des exemples de mails disant, bah, «Votre, jour de congé exceptionnel pour deuil a bien été enregistré, terminé, bonsoir», tu vois? Pas un mot, rien, enfin, aucune réaction de la part des RH, aucune réaction de la part des managers. Il y a plein de petites choses faciles à mettre en place qui permettent d'accompagner un salarié. Et je te donne un dernier exemple, parce que je l'ai vu aussi se développer beaucoup, bon, dans les startups, mais aussi dans les grands groupes. On offre beaucoup de choses aux nouveaux parents. Des paniers avec des produits et cetera, mais
Juste le fait d'envoyer des fleurs à une cérémonie, ça peut faire, toute la différence, tu vois, dans le contact qu'on a avec un salarié. On n'a pas forcément besoin que le banc et l'arrière-ban de l'entreprise se déplacent pour une cérémonie. Parfois, on a peut-être envie que ça reste discret, tu vois, une cérémonie d'obsèques. Mais en fait, de voir qu'il y a eu un geste de l'entreprise, qu'on reçoit une petite carte pendant qu'on est absent, c'est des choses toutes simples qu'on peut mettre en place et qui montrent que l'entreprise, elle est là. Elle est là même si, elle a un peu du mal à déterminer quelle est sa place vis-à-vis, du deuil du salarié. Enfin, elle fait l'entreprise, ça fait partie de nos vies, le travail fait partie de notre vie, mais la mort en fait partie aussi et il faut s'adapter à ça. Sur quelles ressources justement on peut s'appuyer si, on veut commencer à avoir une réflexion sur le sujet? Alors nous, ce qu'on partage, de manière large, c'est ce qu'on appelle la checklist de l'entreprise. Qu'est-ce que je dois faire, face à l'urgence? C'est quoi tout ce que je dois organiser, prendre contact avec la famille et cetera. Ça, c'est une checklist qu'on partage et après on a des plein de ressources sur l'étagère. Ce qu'on aime bien chez Soul quand même, c'est parce que c'est un service qui reste, premium, tu vois? Sur un sujet qui est, difficile, on essaye de faire le plus premium possible pour nos salariés, enfin pour nos salariés et les entreprises qu'on accompagne. On a un set de ressources qui concerne les conventions collectives, les différents types de situations. Une fin de vie en convention métallurgie ne va pas se passer de la même manière qu'un deuil, dans la restauration. Tu vois? C'est pas les mêmes jours et cetera. Donc nous, on se tient à disposition avec tous ces éléments-là et donc les entreprises peuvent nous contacter pour nous demander quelles sont les ressources de ma convention collective et qu'est-ce que vous avez en plus et ça nous arrive pour certains clients. Je pense notamment à une industrie du luxe, qu'on a accompagnée, l'année dernière. Ils voulaient avoir des articles un petit peu plus premium, sur, bah, tu vois, c'est quoi le deuil dans le monde enfin, dans l'industrie du luxe et comment ça se passe et comment est-ce qu'on transmet le nom, voilà, sans te citer, tu vois, le nom de la maison, mais comment est-ce qu'on transmet le nom après la disparition d'un créateur? Et donc ils nous ont demandé ce type d'article qu'on fait à la demande et tout ça, c'est disponible sur notre, plateforme SaaS donc à la demande, mais on a aussi plein de choses sur l'étagère qu'on envoie avec grand plaisir parce que notre but, c'est que, le maximum d'entreprises se penchent sur le sujet et ouvrent, cette boîte, de Pandore qui est, le deuil, la fin de vie et les danses. Je te pose une dernière question. Si toi, tu avais une personne à me recommander, qui est-ce que tu pourrais me conseiller? Et ben, écoute, je vais la recommander. À chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours la même chose. Je vais te parler de Margarita Pinchuk, qui est, une connaissance qui a aussi monté un projet. Alors elle, c'est autour de la fertilité. Et elle m'a ouvert les yeux sur toutes les questions de problèmes de fertilité qu'il pouvait y avoir dans l'entreprise et ça fait partie des événements de vulnérabilité dont on discute et donc elle s'attaque à un sujet, qui fait partie du quotidien, qui est aussi tabou que la mort et le deuil. C'est très difficile de parler de sa fertilité et d'expliquer Mmh. pourquoi est-ce qu'on s'absente, j'en sais rien moi, pour aller, faire congeler ses ovocytes, tu vois? Enfin, ça fait partie de la vie normale. La difficulté d'avoir un enfant, ça peut aussi concerner les hommes, enfin ça concerne aussi beaucoup d'hommes, Mmh. d'ailleurs. Donc moi, c'est Margarita que je voudrais te recommander. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Ilona. C'était un plaisir, de te recevoir. Je fais un clin d'œil à Lauriane, qu'on connaît toutes les 2, et du coup qui m'a parlé de toi très tôt en me disant: «Il faut vraiment que tu l'interviewes dans le podcast», donc merci à elle et je te dis à très bientôt, Ilona. Merci.